Cette semaine, dans le balado, le passé nous rattrape, le passé mettre notre couple à l'épreuve et on fait la paix avec le passé. Eh bien oui, je pense que c'est la thématique de la semaine. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Salut, le grand retour. Bien oui, il faut le souligner. Maintenant officiellement animé par deux pères. Oui, on pourrait changer le thème. Oui, c'est ça. Deux papas réagissent au cinéma. Oui, c'est ça. Puis avec des braquettes d'âge différents. Là, on a, grâce à nous, 5 semaines, 18 ans, ouais, puis 24 ans. On a un long range ouais, de démographique. Donc, ouais, pas trop fatigué ces temps-ci. Ben, je t'avoue que c'est le retour au travail qui est le plus challengeant. Le reste, c'est comme, c'est pas si pire, tu fais des siestes un peu pas quand tu veux, mais quand tu peux, mais c'est plus possible. Là, le deuxième shift, comme on dit, le retour et tout. Puis surtout que j'étais là, j'étais avec ma blonde puis notre enfant tout le temps. Là, j'avouais presque plus. Là. C'est ça. Ouais. C'est dommage. Bon retour. Ouais, mais écoute, au moins, il y a des bons films, mais ouais. c'est pas un travail malheureux non plus. Fait que quand même très content. J'ai full pensé au podcast en plus. Oui, okay. Puis, c'est drôle parce que aussi, tu sais, je l'ai dit souvent, j'écoute jamais de séries télé. Moi, je suis pas fâché contre, j'ai juste pas le temps de faire ça. Oui. Mais là, j'avais vraiment le temps parce que là, le petit bloc paternité, là, ce sera pas ça tout le temps, là, mais t'sais, nous, on est comme, éventuellement, on veut pas que nos enfants soient devant trop de temps d'écran, ces choses-là, mais partout, ça dit comme, ouais, mais quand c'est un bébé naissant, c'est pas grave, il est comme, on le voit, là, il est pas du tout attiré par les écrans ou quoi que ce soit, Mm-hmm. Fait que j'étais comme, ben là, j'écouterai pas des films tout coupés. Fait que là, j'ai fait du rattrapage de séries, puis ça a donné que la 3e saison de C'est comme ça que je t'aime. Oui. Mais dans le fond, on n'avait jamais écouté la 2. C'est bien écouté la 2, puis après, il y a eu l'annonce que la 3 venait. Fait que là, j'ai tout mis ça en rafale, puis là, j'ai vraiment profiter au maximum de mon tout.tv. Fait que c'est très drôle, j'y reviendrai. Moi, j'ai écouté La Candidate, que je trouvais quand même sympathique, avec Catherine Chabot. Oui, c'est ça. Puis tout en apprenant que finalement, ça ne serait pas renouvelé. Puis ma blonde, elle écoutait avec Magali Lépine-Blondeau Sans rendez-vous. Mm-hmm. C'est bien aussi, oui. Dans les deux cas, il y a Isabelle Vincent. Oui. Que dès lundi matin, j'ai retrouvé chez les beaux-parents, qu'on parlera plus tard. J'étais en terrain inconnu. Finalement, j'ai vu. Oui. Ça fait 5 semaines qu'elle est sous mes écrans non-stop. Alors, ben oui, ça va être la grosse nouveauté qui prend l'affiche. On a bien hâte de vous en parler. Faisons un petit tour d'horizon parce que ça a été quand même une semaine assez costaude pour saluer ton retour. Oui, quand même beaucoup de choses à jaser. Désolé pour ça. On n'a pas eu d'épisode pré-Oscar et prédiction. Est-ce que... je sais pas si tu allais starter tout de suite avec les Oscars. Oui, on peut y aller avec ça. Est-ce que j'ai même... c'est ça, c'est de la pure folie. Je voulais même faire un pool d'Oscars, participer, faire mes prédictions. Puis là, oui, je fais ça demain, je fais ça demain, je fais ça demain. Puis amené, il était dimanche 19h45. Puis j'ai fait « Oups! » Je l'ai manqué. Fait que, moi, mes prédictions ont été pas si mal. Là, j'enlève les petites catégories là, comme les courts-métrages. Tout ça. Fait que, mettons, sur 20, j'en ai eu 15 sur 20. Fait que pas si mal. Oui, j'ai cru comprendre que tu as raté le film d'animation. Ben oui, écoute. Il me semble que Miyazaki, il l'avait déjà dans les mains, le trophée. Oui. C'était vraiment mon premier choix, mais dans les dernières semaines... en fait, quand même, je pense que c'est Spider-Man qui avait gagné le BAFTA, si je ne me trompe pas. Puis, je pense qu'il avait gagné le prix des Annie Awards. Qui est mais est-ce que Miyazaki était en nomination? Ça, je ne me rappelle pas, mais je pense que oui. Okay, je pense qu'il n'était pas sorti encore, mais ça se peut. Il me semble que ça m'a fait douter un peu. Puis là, l'autre Spider-Man qui remporte le Annie Awards en plus... Fait que je vais prendre une chance au cas où, mais j'aurais pas dû. Puis un peu la même chose, je me suis fait avoir avec Emma Stone, que tout le long, cet hiver, j'y croyais. Il y avait eu le split, évidemment, au Golden Globes, parce qu'ils sont dans les deux catégories différentes. Avec les Gladstone. Oui, c'est ça. Mais Emma Stone avait remporté le BAFTA. Gladstone n'était pas en nomination, mais Gladstone a remporté le prix de la Guilde des acteurs. Puis ça, généralement, c'est comme 9 fois sur 10, ils l'ont. Fait qu'à la dernière minute, je disais, je vais aller avec Gladstone. Puis bon, en même temps, je me disais, on arrive à un moment historique, première comédienne issue des Premières Nations. Tout ça fait que c'est peut-être comme le moment pour saluer ça. Là. Mais bref, ça se dit, j'étais très content pour Emma Stone. Je trouve que c'était un rôle qui méritait plus, même si j'ai rien enlevé à Gladstone. Puis où je me suis un petit peu gouré. Avec Poor Things, en général, mieux performé. Parce qu'il y a eu décor, maquillage et costume. Donc, plus Emma Stone, donc 4.
Puis je pense qu'il y avait quoi? C'était 8 ou 9 nominations. Fait que j'étais le deuxième plus nommé après Oppenheimer. Puis j'avais juste donné un prix qui était de direction artistique. Puis sur la moyenne, j'aurais dit, il va en gagner quelques-uns de plus. Là. Puis je m'étais dit, il va peut-être avoir un split avec Barbie, ils vont y en donner un, mais... Ouais, Barbie est comme le grand perdant. Il y a juste meilleure musique, puis c'est tout. Ouais, ben écoute, je pense y a-tu... Killer of the Flower Moon, je pense aussi. Ouais, ça, c'est quand même dommage. C'est quand même un... Je me souviens qu'à l'époque de Killer, on parlait beaucoup de la durée. La durée, il est long, 3 heures, quelques, machin. Mais c'est vraiment un excellent film. Puis, tu sais, cette année, il y a eu plusieurs personnes... Ben, il y en a chaque année, mais plusieurs octogénaires qui ont fait des films. Puis celui-là, il n'a pas l'air d'être fait par un octogénaire qui était... c'est pas comme dans le temps, tu sais. Fait que c'est dommage que... Ben, on a parlé du film en masse, mais que finalement, il n'y a aucun prix. Mais cela dit, tu vas y venir à présenter un peu rapidement les gagnants et tout, mais j'enlèverais pas des prix à quelqu'un nécessairement. Là, mais... Ben, c'est sûr que c'est toujours dur à. Tu sais, ça n'aurait pas été volé si Gladstone l'avait eu, mais c'est vrai qu'Emma Stone, c'était incroyable aussi. Fait que, voilà. C'est un peu l'absurdité un peu de remettre ces prix-là, parce que comment tu compares une performance à un autre, qu'est-ce qui est mieux qu'un autre. T'sais. Fait que faut prendre ça avec un grain de sel, puis c'est plus une reconnaissance. Ouais, puis des fois, il y a le fameux il y en a déjà eu, donnez-le à quelqu'un d'autre, mais en même temps, d'autres fois, on dirait, ouais, mais là, même si ça aurait été son 4e, c'est bien meilleur que Kate Blanchett, chaque fois qu'elle fait un film, est en nomination quasiment. Je sais pas si elle va l'être pour Borderlands l'an prochain. Ça, mais... Donc, ben, écoute, le grand gagnant, c'était sans surprise Oppenheimer, qui a remporté 7 Oscars. Donc, évidemment, les plus gros meilleurs films, réalisateurs pour Nolan. C'est la première fois qu'il y a meilleur réalisateur, c'est ça. Ce genre de parcours classique de cinéaste que on dirait qu'il est là depuis toujours. Ça fait comme 20 ans qu'il fait des films, mais on fait « Ah, ben oui, c'est vrai, il n'a jamais gagné. Il a gagné le box-office souvent, là, avec les Batman et les... Je crois que c'était sa 4e nomination, si ma mémoire est bonne, quand même. Je pense que l'année de Dunkirk, ça avait surpris beaucoup de gens. Je pense qu'il était comme mi-favori, puis je pense que je me rappelle plus qui l'avait remporté cette année-là, mais bref. Donc, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. dans les catégories comédiens, puis évidemment, quelques prix techniques, montage, direction photo, musique, compagnie. La musique, ça, je le savais, je le sentais que ça serait Ludwig Göransson, ça, c'était épique. Il faut quand même souligner, tu le disais pour Barbie, qui ont gagné la meilleure chanson, donc c'est pas I'm Just Ken, interprétée par Ryan Gosling, qui était aussi en nomination, mais la chanson de Billie Eilish, What Am I Made For? Il faut quand même souligner qu'à 22 ans, c'est la plus jeune récipiendaire de double Oscar. Elle a déjà 2 Oscars, quand même. Est-ce que le premier était avec son frère aussi? Oui. C'est les deux qui composent tout le temps ensemble. No Time to Die. No Time to Die. Oui, je pense qu'ils collaborent tout le temps ensemble, mais je ne suis pas un grand expert de Billie Eilish. Fait que somme toute, moi, j'ai trouvé ça une belle soirée. Moi, j'adore Jimmy Kimmel. Je suis un grand fan, donc je trouve qu'il fait une animation très, très classique, bien fait, qu'un humour un peu gamin que j'aime bien. Là. Fait que j'espère qu'il va revenir pour une prochaine édition. Écoute, je ne l'ai pas écouté. J'ai réécouté plusieurs sur YouTube, là, des extraits. Les discours de remerciement là, quand ils gagnent des prix différents. Vedettes et artistes. Mais j'ai pas écouté son numéro d'ouverture. Je l'ai mis en onglet, mais c'était comme 12-13 minutes. J'ai fait plus tard. Puis voilà. C'était très correct. C'était propre. Ce n'est pas un qui va passer à l'histoire, là, mais oui. Pas de gifle cette année. Aucune controverse. Non, c'est ça. J'ai vu le numéro de Schwarzenegger puis de Vito, là, la présentation. J'ai pas vu celle de John Cena. J'ai vu passer des photos. Qui était très bon. Je pense que c'est les 2 meilleurs moments de présentation. Évidemment, John Cena qui était... camouflé par une enveloppe qui camouflait ses parties intimes. Puis ça, c'est drôle parce qu'il présentait le prix du meilleur costume. Fait que tout est dans tout. Mais en même temps, c'était un clin d'œil parce qu'il y a 50 ans, il y avait un streaker qui avait passé sur scène pendant la présentation d'un prix. Fait que c'est pour ça qu'on soulignait ça. Mais évidemment, lui qui a été très viral, le moment, c'est avec Schwarzenegger de Vito qui taquine Michael Keaton et son Batman. Et lui, il prend la pose de son Batman. C'est ça, mais dans les faits, c'était pas Keaton contre Schwarzenegger, mais c'était... George Clooney. C'était George Clooney ou Clooney? Val Kilmer, c'était Carrie puis Tommy Lee Jones. Ouais. Mais, fait que oui, c'était très, très chouette. Sinon, allons complètement ailleurs pour les remises de prix, mais d'autres types de prix. Pour les Razzies, évidemment, qui a toujours lieu les meilleurs pires films. Oui, le meilleur du pire. Écoute, c'est un sweep qu'on peut dire pour le film d'horreur Winnie the Pooh, Blood and Honey,
qui était en nomination dans 5 catégories et les a tous remportés. Donc, yes, sir. En plus, ils ont annoncé qu'il y en aurait un deuxième. Ben oui, tout à fait. Ben écoute, je pense que le film avait été... Pourtant, il y avait un bon buzz là-dessus quand la bande-annonce est sortie. Blague d'abeille et de miel. Puis ça a comme... ben les gens étaient... C'était un bon buzz de curiosité. Ben oui, tout à fait. Ça. Puis finalement, c'est ce que ça avait de l'air d'être. Là. C'est ça. Tourné pour 4000$ en 2 fins de semaine à quelque part. Puis sinon, Megan Fox a réussi de doubler comme actrice, donc pire actrice et pire actrice de soutien. Soutien, ça doit être pour Expendables. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est comme quand on a écouté ce film-là, j'étais genre pauvre elle. Là. C'est comme. Elle avait pas d'affaires. Parce que autant là, quand on fait des entrevues avec pas Megan Fox, mais avec des comédiennes, puis on dit à studio de blabla, ils disent tout comme c'est comme la réalisation puis le scénario à un moment donné, elle a déjà fait des bons films, elle a déjà bien joué, ou pas des grandes œuvres, mais quand même, tu te rends pas à autant de films si t'es juste joli. Là. À un moment donné, il faut quand même que tu livres la marchandise. Elle a eu des premiers rôles, même dans des films de série B ou des choses comme ça. Fait que c'est juste que c'est dirigé en boîte, c'est mal monté, c'est mal fait que tout te fait mal paraître dans un rôle de soutien littéralement là, au service. Puis je me demande si ça passe pas le test de comment elle s'appelle là, le test pour savoir si un film est, je sais pas, je vais pas mêler des mots là, mais un peu féministe là, de Béchel, quelque chose comme ça là. Moi j'ai pas le terme. C'est comme elle est femme dans le film, est-ce que ça sert juste à répondre à un homme, est-ce qu'il y en a combien à l'écran, blablabla. En tout cas, bref, dans le cas des Expendables, on passe pas le test là. Mais je me demande aussi si tu viens pas un peu prisonnière de ton image là, un peu comme Lindsay Lohan aussi qui est le même type d'affaire. Elle était quand même une très bonne comédienne au début. Fait de très bons films. À un moment donné, on te cantonne dans cette image-là. Toi-même, on dirait que tu te crois ton stéréotype. Puis je sais pas, c'est quand même curieux, ces phénomènes-là. Ouais, ben, c'est ça, parce que t'as le talent, mais t'as la carrière aussi, qui sont deux choses un peu en parallèle, qui des fois sont en adéquation, puis des fois pas. T'essaies de... Lohan a essayé de casser son rôle, est allé dans des trucs plus underground, mais que finalement, c'était pas de la grosse qualité, fait que ça a comme juste plus nuit. Puis... Ouais. Ben, comme un Downey Jr. qui, après 25 ans, 30 ans de carrière, puis des déboires, ben, gagne... un Oscar, disons, enfin. Là, je ne sais pas si c'était son grand rêve, là, comme tel. Ben, il avait l'air très, très heureux, honnêtement. C'est ça, je pense que tout le monde, personne n'est malheureux de gagner ça, mais probablement qu'il y a du monde à Hollywood qui disent c'est mon objectif, c'est ça que je veux, comme moi, je veux gagner la Coupe Stanley, puis d'autres qui sont comme, ben moi, je veux juste jouer 10 ans. Là, je veux juste arriver à garder ma place. Mettons. Non, ben je pense qu'il est quand même quelqu'un d'assez vaniteux, honnêtement. Je pense que c'est un électron libre aussi. Oui, il avait l'air... vous savez, je suis qui. Oui, c'est ça. Ça a donné un bon discours de remerciement, par exemple, alors qu'il remerciait son père pour ça fait changement sans offense de ceux qui... Emma Stone, qui est comme, on pense qu'il faut le solide, puis comme, c'est juste moi, je suis ben trop ému, je pleure, je peux pas croire que... Puis c'est comme, OK, tu sais, le classique. Mon Dieu, c'est ben trop beau, je peux pas croire, j'étais sûr que j'étais le pire des 5, tu sais, blablabla. Mais fait que d'en avoir un peu plus confiant une fois de temps en temps. Oui, puis c'était très drôle qu'il remercie sa jeunesse troublante. Oui, c'est ça. Puis son publiciste qui a réussi à faire une bonne image. Puis... Oui, puis son avocat qui se sortait de prison. Ouais. Il est le premier à remercier son styliste aussi. Oui, qui disait. Ben, le premier, je sais pas, mais un dessus. Sinon, on a une déferlante de nouvelles annonces de sortie de nouveaux films. C'est quoi le pire film au Radis, excuse-moi? C'était Blood and Honey. Blood and Honey, oui, c'est ça, oui. Tu l'as-tu vu finalement? Pas encore, pas encore. Je te confirme, je le verrai pas. Ouais, moi, j'ai une morbide curiosité, je pense, de le voir quand même. Je vais voir. Je pense que si tu le vois comme une comédie, ça peut être plus intéressant. Donc, oui, de grosses suites de bons succès viennent d'être annoncés. Ça a été quand même un peu étonnant que ça n'avait pas été annoncé avant ça, mais c'est le Super Mario Bros 2 qui a une date officielle maintenant, qui sera le 3 avril 2026. Fait que ça s'annonce une grosse année pour l'animation 2026. Ouais, puis là, ils sont pas fous, ils reprennent la même période qu'il y avait eu avec le premier. Là. Ben oui, mais normalement, ça va être l'année aussi de Toy Story 5 et de Frozen 3. OK. Donc, ça peut être assez dément. Là, ouais, puis là, probablement, je guesserais là, que Toy Story va sortir à l'été, puis Frozen, genre en octobre-novembre, pour Thanksgiving. Pour le Thanksgiving américain, c'est ça. Logiquement, ça devrait être ça. Sinon, dans les mois... Il n'y aura pas Spider-Man 3. Non, lui, il est comme pas annoncé. Il est pas annoncé. Moi, j'ai l'impression que ça va être 2025. Là. OK.
j'ose pas croire que ça va aller en 2026. Sinon, ouais, décalage d'une suite que j'attendais beaucoup, c'est de Batman 2. Ouais, j'ai vu Quand ça, un passé? an de décalage. Quand même. Ben, 2026, voilà. Ouais. Octobre 2026. Oui. Donc, je sais pas qu'est-ce qui justifie ça. Je sais pas si le scénario est juste pas prêt ou Est-ce qu'il est Pattinson tourné? prêt. En fait? Non, c'est Ok. ça. Fait que, le tournage devait débuter cette année pour sortir en 25. Donc, je sais pas. Peut-être que le tournage n'est pas repoussé, mais on dit il y a trop de chance. T'sais, on l'aura pas. De S'ils 2 font un film de ans. 3 heures avec des effets, de la totale, Ouais. puis tout, J'ai l'impression que ça doit être une question de disponibilité, peut-être aussi de comédien ou quelque chose. Je sais pas. Mais, ça, ou à cause du genre, là, qui viennent de voir d'autres Madame Web puis Sony qui, si me permet, on a annoncé le titre du 3e Venom. ouais, ben oui, vas-y. ben Venom The Last Dance qui va sortir ce 25 octobre 2024. Là. C'est pas demain, mais dans 8 mois. Fait que là, c'est ça. Alors qu'on disait qu'il y avait une pause de super-héros, ben là, le Sony Spider-Man Universe machin en profite pour sortir toutes ces dompes. Là. Fait que, disons, domper tous ces films. Fait que là, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont fait on va reprendre encore plus la pause de super-héros pour être sûr que. Mais. Ouais, parce que là, en octobre, il y a Joker. Oui. C'est cette année. Oui. Ouais. Fait que là, peut-être qu'ils veulent pas être. Ils veulent skipper aux 2 ans, je sais pas. Je sais pas. Ou peut-être parce qu'ils veulent laisser 2025 toute la place à Superman, le fameux reboot de James Gunn. Fait que c'est peut-être quelque chose à l'intérieur de Warner. Là. Bref, on en saura peut-être plus à un moment donné. Sinon, du nouveau dans la saga des frissons de Scream. Ouais, on continue à espérer qu'il y ait un film. Ben, officiellement, ça a été Avant qu'on annoncé. arrête, tout le monde quittait, le réal, les actrices. Oui, on pensait que c'était peut-être une pause à long terme, mais non. Okay. On est revenu rapidement à la barre en annonçant que Neve Campbell elle a accepté, alors ils ont délié les cordons de la bourse parce que c'était évidemment une question contractuelle, pourquoi elle n'était pas revenue dans le dernier film. Alors, Sidney Prescott va revenir, va prendre service. Et c'est Kevin Williamson, le scénariste original et du 2e, qui va réaliser le film cette fois-ci. Et de Dawson's Creek. Oui, tout à fait, créateur de Dawson's Creek. Donc, qui va réaliser? Oui. Okay. Il a quand même réalisé quelques films là, à l'époque. Oui, mais est-ce que... Je sais pas si on va retourner très, justement, style des années 90 et tout. Là. Ça va être à voir. Puis, fait que là, on va nous intégrer de nouvelles personnes où ça va être vraiment elle. C'est sûr qu'ils vont réouvrir pour une suite sur d'autres personnages. Ben oui, parce que là, il faut qu'ils planifient. Je sais pas s'ils vont intégrer, mettons, les jumeaux, là, le jumeau jumelle. Il pourrait très bien revenir, effectivement. Puis là, trouver une twist comme il avait fait pour Sidney, dire non, mais là, les autres sont partis en road trip, puis on n'a plus de nouvelles d'eux autres, d'elles, là, les autres sœurs. Puis... oui. Je pense pas qu'ils vont tuer ces personnages-là. Je pense qu'ils espèrent peut-être toujours que Jenna réintégrera la franchise parce que c'est quand même rendu très populaire. Ou juste attendre une couple d'années puis dire le petit scandale avec Melissa Barrera est passé puis on retourne. Là, Sinon, Ari Aster aussi, cinéaste qu'on sait très polarisant, confirmé son prochain film, Eddington, western contemporain, qui parle d'un shérif d'un petit village du Nouveau-Mexique qui a de grandes aspirations. On n'en sait pas plus, mais quand même un casting intéressant, dont Emma Stone. Oui, OK. Joaquin Phoenix, évidemment, qui retrouve après Beau is Afraid, et Pedro Pascal. Ah ben, lui, il faut qu'il soit dans tous les films là, pour 2-3 ans. Là. Ouais. Donc, pas de date de sortie encore. J'imagine que ça va être pour 2025 vu que le tournage s'amorce. Et sinon, parlant d'Emma Stone... c'est ça, j'imagine que t'allais là. Vas-y. Et les statuettes n'ont même pas eu le temps de refroidir que... Yorgos Lanthimos, non seulement annonce son prochain film, annonce la prochaine sortie de son film, si on veut, qui va être dès cet été, le 21 juin, Kinds of Kindness. Yorgos qui a pas gagné, là, mais qui a fait... on vient de le dire. Poor Things, voilà, merci. Pauvre créature. Fait qu'on va retrouver Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chow. Fait que
Donc, une partie de son cast de Poor Things. Parce que William Dafoe et Margaret Qualley étaient de. Oui, c'est vrai, Qualley était dedans aussi. Ben oui, je pensais Mm-hmm. à la Drive Away Dolls là, qui a joué il y a quelques semaines, mais ben oui, il était là-dedans. Puis on dit pas grand-chose. Ça va se passer aux États-Unis. On va suivre 3 histoires différentes avec 4-5 acteurs qui vont jouer une partie dans chacune des histoires. Ben ça, c'est un film d'anthologie. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas la même chose que Choral. Là, non, tout à c'est fait, ça. là, ouais. Fait que c'est vraiment des histoires séparées, là, comme. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment? Je m'en rappelle pas. Buster Scruggs. Il y en a eu quelques-uns dans les années 80, entre New York Stories, entre autres avec Woody Allen, bon, Coppola, voilà. tout ça. Fait que j'aurais de la misère à traduire Kinds of Kindness comme les façons de la bonté. Là. C'est comme ouais, plusieurs. des sortes de bonté. Sortes de bonté, ouais. genre. Fait que, attendons voir comment les Français vont le traduire. Fait que ben, ils vont lui donner un autre titre en anglais. C'est là, sûr. C'est bien. Là. C'est encore avec Searchlight, dans le fond. Comme, pas tous ses films, mais Poor Things. Puis je me souviens plus pour les autres d'avant. Fait que c'est quand même fou, là. Ça faisait 3-4 ans qu'on n'avait pas eu de film. The Favorite aussi, c'était avec Searchlight. Mm-hmm. Mais là, 2 films en 6 mois, genre 8 mois. Ben, je pense probablement toute l'incertitude entourant le rachat de Fox par Disney, probablement que plusieurs projets avaient été mis un peu sur la glace. Oui, puis avec la pandémie, peut-être que c'est ça. Poor Things devait ça. sortir en 2022, puis on avait dit, c'est pas un bon timing, on attend un peu, etc. Là. Fait que, dès le 21 juin, ça arrive des fois que ça sort 2-3 semaines plus tard au Québec. Là. On s'en sera plus rendu là. T'avais-tu d'autres Non, moi, ça fait le tour des... Voulais-tu parler de la bande-annonce de The Crow? Ben oui, la bande-annonce de la semaine. Évidemment, c'est ça. Il y a eu plein de bandes-annonces dans les dernières semaines, là, mais on pourra pas toutes les couvrir. Mais The Crow qui est sorti genre hier, qui est un remake du film de 1994, qu'on disait? 93? 13, oui. Qui est célèbre, tristement célèbre aussi parce que c'est là-dessus que Brandon Lee est mort pendant le tournage avec accident d'arme à feu, etc. Ah oui. Mais qui venait d'un roman graphique. Oui. Une suite de romans graphiques même. Pas juste un tome, mais... Oui, il y a plusieurs mini-séries, c'est ça. Fait que c'est réalisé par Rupert Sanders, lui qui a fait une couple de films d'action, dont Snow White and the Huntsman puis Ghost in the Shell. Fait que pas fait beaucoup de films, mais des grosses productions, comme des moyennes grosses. Et ça met en vedette Bill Skarsgård dans le rôle principal, là, lui qui était dans le clown Pennywise dans It. Danny Hudson, une espèce de méchant par excellence. Ouais. Tu serais curieux de voir Sami Bouadjila de Taxi, qui joue une espèce de Saint-Pierre. Fait que l'histoire de The Crow, c'est qu'il y a des gens un peu weird, assez gothiques, un monde un peu gothique là, qui sont très en amour, mais qui sont pas parfaitement sur le droit chemin, mettons. Puis là, ils se font assassiner violemment. Puis là, lui, comme il est mort dans cette période de trouble-là, ben, il y a une espèce de pouvoir divin qui lui redonne la vie puis une certaine immortalité pour qu'il puisse trouver vengeance. Comme un John Wick surnaturel, disons ça. Ouais, c'est ça. On le voit très bien dans bande-annonce qui peut se mettre à encaisser les balles et tout. L'influence est là. Moi, fait que ça pique un peu ma curiosité. Moi, j'avoue que j'ai pas revu le film depuis sa sortie au cinéma à l'époque. Je vais le réécouter avec attention. Moi, j'ai été un grand fan de Brandon Lee et de Bruce Lee, donc... évidemment, tout ça m'avait bien attristé, cette situation autour du film. Mais je suis content qu'on ne fait pas un remake direct. Ben, on n'est pas influencé esthétiquement nécessairement par ce film-là. Là. Fait que, on a dû retourner à la bande dessinée puis réadapter. Là, c'est ça. Mais on sent évidemment l'influence de John Wick, là, elle est très, très présente. Mais j'ai hâte de voir. Mon seul questionnement, c'est Bill Skarsgård, qui est un bon comédien, mais est-ce qu'il a le charisme pour mener un rôle de ce type-là, d'amener ce genre de franchise-là? J'ai hâte de voir, mais... Ça me fait penser un peu à... On a discuté là, hier, mais tu sais, le Silent Night là, avec Joel Kinnaman, là, il y a, dans le temps des fêtes, là, le John Woo qui était sorti. C'est le même genre de production qui est comme... C'est pas un A, là, c'est pas comme le nouveau John Wick, mettons. Comme tu dis, ça rappelle plus le premier John Wick qui était comme un film avec un certain budget limité, mais qu'on veut faire d'une bonne qualité. Fait qu'un genre de... série B de luxe, là, mettons, ou le dernier Beekeeper, là, mais on a plus une esthétique plus unique ici avec The Crow. Mais c'est drôle parce que dans à peu près un mois, le 26 avril, il va y avoir Boy Kills World qui met en vedette Bill Skarsgård dans un rôle de « je pète la gueule à tout le monde pour venger ma famille, etc. »
qui est une adaptation très Coco Bongo, très jeu vidéo. Là. Le gars, il est muet, fait que c'est une narration, c'est une voix autre qui joue. Okay. Puis, j'ai pas vu ça passer. Ce genre de action-humour, là, genre je t'explose la tête, mais c'est drôle. Là. Mm-hmm. Fait qu'à peu près 2 mois d'intervalle, ça va être le 7 juin pour The Crew, là, qui est distribué et produit par Lionsgate. Et dernière affaire, peut-être pas mentionné, dans toutes les sorties, Maxine a une date de sortie. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu 5 juillet, c'est-tu ça que tu avais? Moi, je me rappelle plus, je sais que c'était l'été. Là, mais, ouais, c'est ça. Fait que le 3e volet, là, après X, puis après, il y a eu le prequel Pearl, puis là, on va être Maxine qui se passe après X. Dans le milieu de la porn vidéo VHS, de Los Angeles. c'est ça. Fait que, moi, j'ai bien hâte de voir Kevin Bacon qui joue dedans, en plus. Puis, fait que j'imagine qu'il va probablement jouer un des gars de la porn business. C'est ça. Il y a un peu ce casting-là. J'ai hâte de voir c'est quoi les noms de porn stars qu'on va nous sortir. Là, c'est ça. Là. Donc, je sais pas. Là. Ouais, George Big Hard, là, je sais pas quoi. Là, mais c'est un peu en lien avec le premier film, donc, parce qu'il tournait à l'origine un film porno dans la ferme, tout ça. Fait que, moi, j'ai bien hâte de voir ce film-là. Allons-y avec les sorties de la semaine. Oui, c'est ça. Là, c'était une bonne intro. On avait beaucoup de rattrapage. Oui. Donc, allons-y avec le gros film qui risque de plaire à beaucoup de gens. Je pense l'incontournable, c'est French Girl ou Chez les beaux-parents, tout dépendant de la version que vous allez voir, de Nicholas Wright et James A. Woods. Oui, j'ai entendu l'expression franglophone à quelque part, parce que c'est un film bilingue. Ça se passe au Québec, mais une bonne partie en anglais, parce que c'est un film de type poisson hors de l'eau, qu'on pourrait dire. Alors, on est un enseignant de Brooklyn, enseignant du secondaire, joué par Zach Braff, qui est en couple avec une chef cuisinière jouée par Evelyne Brochu et ils vivent à New York. Et elle se fait inviter par une chef populaire et réputée jouée par Vanessa Hudgens pour venir passer une entrevue là, parmi des finalistes pour son nouveau super resto qui va être dans le Château Frontenac, dans la ville de Québec. Et elle est originaire de Québec, et l'actrice et le personnage. Fait que... dit là, vu que c'est les vacances d'été, veux-tu venir avec moi? On va héberger dans ma famille, qu'on comprend qu'ils vivent peut-être à Charlevoix ou juste un petit peu en banlieue. Là. Ils ne sont pas au centre-ville parce que c'est une famille agricole, là, d'élevage d'agneaux. Puis, fait qu'il va se retrouver hors de sa zone de confort, dans du travail manuel, dans tout le monde qui parle français. On comprend que son personnage comprend bien le français, mais ne parle pas très bien. Les autres ne parlent pas si bien que ça anglais, fait qu'il est un peu toujours tassé. Et l'enjeu, surtout, c'est que la chef qui invite Sophie, le personnage d'Evelyne Brochu, est en fait l'ex-copine, l'ex-petite amie de Evelyne Brochu. Et ça, lui, l'ignore, va l'apprendre éventuellement au fil du récit. Fait qu'il se retrouve un petit peu en compétition. Puis chaque fois qu'il veut essayer de bien faire les choses, ça se retourne contre lui. D'où le poisson hors de l'eau, comme on dit. Parce que le personnage de Robbie a sûrement des intentions cachées. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, un peu? Moi, j'ai trouvé que c'est une comédie romantique, mais familiale. C'est un bon mélange de tout, mais qui respecte bien les codes du genre, honnêtement, et que c'est bien fait. Ça aurait pu tomber facilement dans la caricature, mais ce qui est surprenant, c'est quand même les co-scénaristes et co-réalisateurs, Nicholas Wright et James A. Woods. Ce sont leurs premiers longs métrages quand même, il faut le souligner, mais c'est quand même des comédiens du côté canadien-anglais d'expérience. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils roulent leur boss. Mais ils ont vraiment je pense qu'ils ont vraiment écrit quand même une histoire qui est le fun, qui est sympathique, mais avec de bons dialogues et surtout des personnages attachants. Puis ils ont eu la main heureuse avec un casting béton. Tous les comédiens sont bons. La chimie, on y croit. Tant dans La famille Tremblay, où on retrouve Luc Picard, Isabelle Vincent, Antoine-Olivier Pilon, Charlotte Aubin. Et la chimie entre Evelyne Brochu et Zach Braff, j'y crois à 100%. Puis je trouve qu'on s'attache à ces personnages-là. On est habitué de voir Zach Braff avec des copines plus jeunes, fait qu'il n'y a pas de problème pas trop dénaturé pour ça. à ce niveau-là, effectivement. Puis, avec tes mauvaises langues. Puis, les ragots se rendent à moi. Moi, je ne cherche pas à les savoir. Parce qu'il a été en couple pendant un temps avec Florence Pugh. Oui. Je pense que c'est fini.
Ah oui, ça fait un petit bout. Mais Braff est très, très efficace dans un rôle que, tu sais, 10-15 ans, ça aurait été Ben Stiller qui aurait fait, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. On n'est pas loin de La Belle Famille, là, Meet the Parents. The Parents, Quand on suit pas mal ce type-là, une espèce de tension entre lui et le beau-père. Ouais. Des types pas aussi intense que dans Meet the Parents, c'était ça au centre du récit, là, l'ancien agent de la CIA puis l'autre. T'sais, il n'est pas là juste pour gagner. Il veut quand même gagner La Belle Famille, là, mais c'est ça. C'est plus que, oui, Luc Picard joue un boucher fermier qui est un peu... la job, c'est la job. Oui, qui est plus rustique. Dans la vie, il faut travailler. C'est ça, oui. Qui est plus concret. Puis, mais tu sais, il y a cette... Mais c'est un peu ce malaise-là de lui d'arriver dans un monde qu'il connaît moins. Tout ça. Fait que, mais bref, et surtout, il faut souligner le film mais magnifiquement en vedette. La ville de Québec, honnêtement, là, le Vieux-Québec est tellement bien tourné. C'est une pub inouïe pour notre ville, honnêtement. Puis, moi, je faut dire qu'au début du film, parce que là, on dit ça, peut-être que vous allez avoir la même réaction que moi. C'est comme des shots de drone puis tout. Puis j'étais là, ça a l'air du genre de film que personne n'a mis le pied ici finalement. Mais c'est juste qu'un peu l'introduction. Après ça, tu le vois vraiment en scène là, dans la ville de Québec. Ils n'ont pas triché. Puis je sais pas ça a pris combien de jours de tournage ici. Et on dit que c'était 12 jours qu'ils ont passé à Québec. Fait qu'ils ont gaulé ça. C'est sûr que les scènes de restaurants intérieurs, bon, ils ont dû faire ça ailleurs et tout. Là, mais tu le vois, tu les vois se promener là, dans le Vieux-Québec, le petit Champlain, etc. Là. Fait que non, moi je pense vraiment, là, vous cherchez quelque chose de léger, un feel-good movie, la chaleur arrive, le printemps, ça va vous mettre de bonne humeur, vous allez avoir le sourire, puis je pense que ça vaut la peine. Toi, de ton côté, oui, c'est ça. Ce genre-là d'habitude? Ou, je dis ça poliment, c'est pas une comédie comme intelligente dans le sens qui va faire réfléchir, puis qui est tout en nuances, puis qui est style... festival de Telluride ou Sundance, là, on n'est pas là-dedans. Là. On est dans ces grands publics. C'est pas niaiseux, comme dit, c'est des anglophones, mais c'est des anglophones de Montréal, fait qu'ils sont de bonne foi. Là. C'est pas une compétition anglais-français. Oui, il y a 2 langues, mais c'est plus pour la différence entre les personnages. Il n'y a pas d'enjeu de genre les États-Unis, c'est bien mieux, ou à vous puis votre français. Ça aurait pu être des langues différentes. C'est juste le fait de parler une autre langue, dans le fond. Ouais. Je trouve ça drôle parce que on a fait un épisode sur le film, mais en fait, c'est toi qui as rencontré toute l'équipe, là, un des réalisateurs, productrices, 4 des comédiens, là, dont Luc Picard et Evelyne Brochu. Puis... Nicholas Wright comptait que... parce que j'ai écouté en faisant le montage de l'entrevue que... eux, ils avaient mis, archétype style Zach Braff, parce que c'était comme un peu l'image qu'il avait, mais on n'osait même pas rêver que ça serait lui, mais c'est le travail des producteurs d'avoir réussi à amener le scénario à eux. Mais la productrice, Valérie, renvoie la balle en disant « Ouais, mais vous, votre force, c'est que chaque fois que quelqu'un vous rencontre, tombe en amour avec vous, parce que vous êtes trop sympathique, puis smart, puis vous vendez bien. » Tu sais, moi, j'ai réussi à vendre de lire le scénario, puis après, vous avez réussi à closer le deal en donnant envie à Braff de travailler avec vous, puis à Vanessa Hudson. J'avoue que ça a été une belle rencontre avec Nicholas Wright, vraiment, effectivement, très drôle, très sympathique. Oui, puis qui parle français et tout. Là, oui. Fait que si vous avez le goût d'en apprendre plus sur ce film-là, on vous invite à aller voir, à écouter plutôt l'épisode spécial. Qui est absolument sans spoilers, là, plus avant, sans problème. Puis, tu sais, d'habitude, j'ai pas de problème. Là, comme tantôt, on parlera d'un film américain. Si vous aimez mieux les écouter en français, ça va. Mais ce film-là, il existe chez les beaux-parents en VF ou en VOSTF, parce qu'il n'est pas 100% anglais. Il est à peu près 50-50. Puis ça arrive souvent des scènes que, dans le fond, Braff parle en anglais, mais les autres parlent en français. Puis c'est comme si les deux se comprennent, chacun dans leur langue. T'sais. Comme dans la vraie vie, tu es à l'aise à comprendre, mais parler, on dirait que tu cherches les mots. Puis, fait qu'il est disponible en sous-titres. Puis, tu sais, il y a quand même, c'est pas 100% de l'histoire, mais il y a quand même des blagues, puis ce clivage-là qui est important. Ouais. Fait qu'on dirait que le doublé en français perd tout son charme. Tu sais, un film qui est 100% en anglais, que tu écoutes 100% en français, ben, c'est juste une question de plus la voix originale. Mais là, le film perd son sens, je trouve. Fait que, si ça vous agace pas trop, à moins que vous soyez vraiment, vraiment nul en anglais, ça peut arriver. La VF existe pour ça, mais sinon, je vous en supplie, allez voir la version originale avec un moitié français, moitié anglais. Pour ça, je prends toujours l'exemple d'une de mes comédies préférées quand j'étais jeune. C'est National Lampoon's European Vacation avec Chevy Chase. Là, les bonjours, les vacances et tout ça. Dans le deuxième, ils vont en Europe, donc ils vont en France. Et dans la version originale, ben, c'est là qui est tout le comique parce qu'ils ne parlent pas français. Mais là,
tout est dénué de sens parce que là, finalement, ils vont se parler français. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le doublage, ils ont un accent comme américain. Fait que ça fait aucun sens, le doublage. Fait que... Ben, le film, ici, commence avec une blague de une sauce hollandaise, c'est-tu un mot français pour mayonnaise? Fait que ça prend quelqu'un qui connaît pas tant que ça le français. Fait que quand tout est en français, tu peux pas avoir un questionnement sur un mot en français commun. Là, ben non, mayonnaise, ça. est-ce que c'est français pour mayonnaise? C'est comme, ben, tu le sais. Bref. Fait que, oui, j'ai l'impression que c'est un film aussi qui va, et je souhaite peut-être pas tout arracher au premier week-end, mais qu'il peut se maintenir assez longtemps au printemps. Peut-être jusqu'à temps que le beau temps sorte dans quelques semaines. Fait que, mais comme toujours, si ça vous intéresse, soyez pas trop patient. Là, on peut pas miser sur un film après 5 semaines. C'est pas comme Dune. Là, maintenant, ouais. Mais je pense qu'il va trouver son public. Je pense que tous les ingrédients, honnêtement, pour plaire à beaucoup de gens. Sinon, allons complètement ailleurs avec Love Lies Bleeding de Rose Glass. C'est encore de l'amour, hein, c'est ça? Oui, oui. C'est ça. Parce que, c'est un peu ça. Plus charnel et plus violent, peut-être. On revient à. Oui, les deux, tout à fait. On revient un peu à chez les beaux-parents. On disait, tu sais, c'est une comédie romantique parce que le classique d'une comédie romantique, c'est au départ, on n'est pas un couple ou on est en couple avec la mauvaise personne, puis on va finir par croiser la bonne personne, puis on voit cet amour-là se créer tout au long du film. Mais là, on est déjà en couple. C'est plus un enjeu de est-ce que le couple va survivre à cet événement et à cette crise-là? Est-ce qu'on est mieux de passer à autre chose ou on va réussir à s'accrocher? Fait que oui, c'est une comédie puis ça parle de romance, mais c'est pas l'archétype classique. T'sais. Là, ici, dans Love Lies Bleeding, on a plus ça. C'est un couple qui va se créer, mais absolument pas dans un scénario classique. Le film se déroule en 1989 au Nouveau-Mexique. Et on va suivre, c'est ça, la liaison vraiment passionnelle et charnelle d'une gérante de gym, de salle de sport, et d'une culturiste qui, elle, s'entraîne pour aller faire un concours amateur à Las Vegas. Et tout ça va les entraîner dans une espèce d'affaire criminelle qui va pas arrêter d'avoir des rebondissements à cause de la famille de cette gérante de salle de sport, qui est jouée par la brillante Kristen Stewart. C'est Cathy O'Brien, qu'on a vu dans quelques films d'action, là, qui fait justement cette culturiste-là amateur. Jenna Malone, qui est un casting parfait pour jouer la sœur de Kristen Stewart. J'ai toujours trouvé que ces deux comédiennes-là se ressemblent vraiment beaucoup. Et Ed Harris, dans une coiffe impossible, qui joue le père de ces deux sœurs-là. Un personnage très coloré. Oui, tout à fait. Qui est capable d'être sévère et méchant, comme on l'a vu tout au long de sa carrière. Ouais. Dave Franco, qui fait le conjoint violent de Jenna Malone, donc la sœur de la personnage principale, qui fait exactement le casting que James Franco aurait fait et faisait avant d'être cancellé. Une espèce de petit méchant un peu minable en rôle secondaire. Là. Il en a fait souvent, James, jusqu'à temps qu'on préfère ne plus l'avoir sur nos tournages. Fait que je trouve ça quand même drôle. Tant mieux pour son frère que ça se passe mieux ses affaires et qu'il soit plus agréable à côtoyer. Ce qui est intéressant, écrit et réalisé, coécrit et réalisé par Rose Glass, qui est son deuxième film après avoir fait Sainte Maud. Toi, tu m'as parlé de ça, puis je l'ai vu passer même aussi sur les réseaux sociaux dans un groupe de films. Fait que je pense que je vais aller l'écouter. Oui, qui est vraiment plus un film d'horreur. Sainte Maud, un peu catholique, là, justement. On s'apprête à en avoir un char et une barge dans les prochaines semaines avec la venue de Pâques. La saison pascale, c'est la saison des films d'horreur religieux. Mais, et je pense que Sainte Maud était sorti à peu près à cette période-là, il y a 3-4 ans. Là, il avait été un peu malmené là, par la pandémie 2020-2021. Fait qu'il reportait une couple de fois. Fait que ça avait été une sortie un peu sans tambour ni trompette à m'amener. Mais très cool sur quelqu'un qui devient tranquillement un peu zinzin. Parce que visiblement, elle sait comment mettre en image une histoire. Oui, c'est ça. Ce film-là est super beau, mais pas beau trop tape à l'œil Christopher Nolan. Là. Moi, je voyais une bande dessinée. J'étais surpris que ce soit pas un roman graphique qui a été adapté. Il y a des shots, des cases que j'ai voyais, je le dirais pas, mais la case finale, que tu vois un premier plan, un deuxième plan, des choses comme ça. Le storyboard doit être super beau de ce film-là. Dans un bon sens du cadrage. Puis, c'est une production en 24. On reconnaît un peu l'essence de ce genre de truc-là. Fait que là, on est dans une espèce de romance d'action homosexuelle, lesbien, où il va y avoir des balles dans la tête à gauche puis à droite, qui est entre cette espèce de sextoride-là d'ultra-violence, mais qu'on vire dans aussi d'espèces de fantastique. Oui, quand même. C'est le côté que je trouvais BD de...
on dirait que c'est toujours réaliste jusqu'à temps que ce soit plus réaliste, mais on l'accepte, là, comme un peu un film de super-héros, tu sais. On se dit pas, c'est comme... C'est comme normal. Quand tu écoutes les Avengers, puis qu'ils sont à New York en train de se battre, puis que t'as Hawkeye qui sort des flèches, puis qui est sur un Léviathan géant, c'est comme, ouais, c'est normal, ça se peut dans cet univers-là. Ben, il y a un peu de cette folie-là ici. T'sais. Puis, bref, moi, j'ai aimé ça plus que toi. Là. Moi, j'ai embarqué à fond. C'est des comédiennes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kristen Stewart. Puis, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est un bel objet de curiosité. Puis je trouve que c'est le genre de film qu'on a eu des... soudainement, ça m'échappe, mais tu sais, des propositions avec souvent Nicolas Cage là, de ce genre de... Ouais, Dream Scenario. Ouais, c'est ça, exact. Ce genre de folie-là un peu. Puis là, ben, on a le pendant féminin de tout ça. Ça rappelle beaucoup justement, des années 90, là, les True Romance, Natural Born Killers. Moins road trip un peu, mais quand même. Dans l'esthétisme, dans l'univers. C'est dans le même genre de lieu en plus, là, chaud, sec, moté, tout le monde est pauvre. Kristen Stewart, la plupart de ses soupers, c'est une bière puis 4 clopes, là, genre, pendant que l'autre mange des œufs à côté. Là. Non, mais tu fais bien de souligner, je trouve qu'on sent une certaine influence de Tarantino de cette époque-là. Là. Puis justement, on parlait d'Ed Harris. Souvent dans les films de Tarantino, on trouve le méchant justement très coloré, un personnage assez unique. C'est un genre de Marcellus Wallace. Là, c'est ça. Fait qu'Ed Harris, j'étais content de le voir, c'est un comédien que j'aime beaucoup. Donc, oui, elle faisait. Moi, je dirais, au niveau technique, au niveau du film, j'ai rien de négatif à dire. Je reconnais beaucoup de qualités. Je suis peut-être juste un peu moins embarqué dans l'histoire, mais là, c'est une question de goût et tout ça. Mais si vous aimez des trucs différents qui osent, allez-y, là, ça vaut la peine. C'est vraiment, puis ça se passe en 89, puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas trop... Il y a beaucoup d'affaires rétro maintenant qui sont très, justement, tape à l'œil, genre « Check mon Walkman, regarde cette veste top cool de Puma de 1988 ». Ben eux, c'est plus comme, non, tu sais, c'est juste, ils ont un pick-up, puis oui, ils écoutent des radiocassettes, mais faut pas capoter avec ça, là, tu sais. C'est un film... Justement, c'est comme un hommage à les films de ces époques-là avec un regard plus contemporain, mais que tu pourrais pas faire aujourd'hui parce que, surtout dans les films criminels, c'est que on a trop de cellulaires puis il y a trop de caméras de surveillance partout. Fait qu'il y a bien des affaires qui peuvent plus exister. Puis c'est drôle, je reviens là-dessus. Je parlais en vacances, j'écoutais C'est comme ça que je t'aime. T'sais, bon, c'est pas si réaliste, mais il tue à gauche puis à droite. Puis c'est une époque, il n'y a pas tant d'empreintes digitales. Il y a juste des témoins. Puis c'est que sinon pas, t'es pas mal correct. Puis fait que... La belle époque de la criminalité. Je veux dire, mais c'est vrai que c'est plus facile à faire passer visuellement, là, c'est certain. Mais moi, je dois avouer quand même Cathy O'Brien, je salue sa performance, qui je serais pas étonné qu'il pourrait être en nomination aux Oscars. Ben là, le film c'est un film indépendant et tout. C'est sûr qu'R24 est très fort maintenant. Là, fait que ça pourrait très bien se rendre. Ouais, je pense que oui. Je sais pas. Peut-être, d'après moi, ça va être plus peut-être au Independent Spirit Award, là, peut-être plus à ce moment-là. Mais elle fait tourner des têtes, ça, c'est certain. C'est ça. Fait que moi, dans mon genre action coco-folie, là, je recommande chaudement Love Lies Bleeding ou, j'ai oublié de noter en français, D'amour et de sang. Voilà. Donc, restons sur la thématique Oscar parce qu'un film qui a tous les qualificatifs pour être représenté, c'est One Life de James Hawes. Hawes, qui a fait réaliser beaucoup de télé. Oui, c'est un vétéran de la télé. Puis de bonnes séries. Là, j'ai checké Penny Dreadful, The Alienist, Black Mirror, le Snowpiercer plus récemment. Écoute, c'est toi qui l'as vu. Fait que tu es capable de le résumer un peu. Puis de... Ben, tout à fait. Donc, on raconte en fait. Est-ce que tu as le nom du personnage? Parce que je ne l'ai pas noté. Non. Nicholas Winton. En tout cas, bref. Appelons-le Anthony Hopkins. Ouais, Anthony Hopkins. Donc, qui est. C'est une histoire en 2 temps. On le suit en 1987. Et évidemment, donc, dans son passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1938, avec l'arrivée des Allemands en République tchèque. Donc, c'est ce qui est intéressant un peu de l'angle du film. C'est la Tchécoslovaquie à l'époque. Oui, c'est ça. Oui. Fait que, ce monsieur-là, qui était un banquier... Qui arrive, qui débarque à Prague et va voir le sort de ces réfugiés-là, en fait, donc en grande partie des Juifs qui sont expulsés d'une région de la Tchécoslovaquie qui est envahie par les Allemands. Et là, évidemment, les Allemands progressent vers Prague. Alors, il va tenter d'amener les enfants qui vivent dans un ghetto. Écoutez, sont pauvres.
sous la famine et tout ça. Alors, va organiser leur transport vers l'Angleterre, s'assurer qu'ils soient pris en charge par des familles et tout ça. Donc, un récit très touchant. Je veux dire, c'est une facture hyper classique. On ne renouvelle pas le genre, fait qu'on n'est pas du tout dans le style Zone of Interest. Là, si on peut faire une comparaison sur les films de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a pas mal ces temps-ci. Là, on va avoir La promesse d'Irena aussi. Fait que c'est comme revenu un peu à la mode. Donc, film très classique, mais vraiment bien réalisé, tu l'as dit, par Jason Hawes, qui est un réalisateur de... Oui, James, excuse-moi. Réalisateur solide de métier, ça paraît. C'est son premier long métrage quand même, il faut se souligner. Mais il laisse toute la place juste au jeu, à l'histoire. Et Hopkins, très efficace pour ce genre de rôle-là. Puis honnêtement, je vous mets au défi à la fin là, de ne pas verser quelques larmes. Là. C'est quand même très, très touchant. Là. Et ben, c'est normal, c'est fait pour ça aussi. Mais on réalise ça encore... moi, je suis fasciné par cette époque-là de l'histoire, par ces films-là aussi. J'aime bien. Puis c'est pas toujours évident de raconter une nouvelle façon tout ce triste sort-là que les Juifs ont connu. Mais vu que justement, on traite de cette région-là, République tchèque, la Tchécoslovaquie, tout ça, qu'on connaît un peu moins. Fait que cet angle-là d'histoire, j'ai quand même trouvé assez intéressante. Mais qu'ils ont fait du dommage, c'était hallucinant quand même. Là, on ne réalise pas à quel point, mais quand même, les Allemands, les nazis, il faut dire, plus que les Allemands, là, c'était quelque chose. Donc, je pense que c'est un film qui va peut-être plaire honnêtement à un public un peu plus âgé, là, tu sais, qui aime ce genre de truc. Il n'y a pas côté action nécessairement. Non, c'est ça. On reste vraiment dans le drame très humain, très intimiste aussi. Là. C'est pas un film à grand déploiement, mais très solide, honnêtement. Là, pas que j'avais des appréhensions, là, mais il y en a quand même, comme je dis, il y en a eu beaucoup. Donc, on se dit toujours, est-ce qu'on va réussir à être vraiment surpris, ému, puis embarqué dans l'histoire, mais dans ce cas-ci, ça a été le cas pour moi. J'ai bien apprécié. Parfait. Fait que Une vie qui est pas disponible en version française, mais il y a de la version originale avec sous-titres français ou en version originale anglaise, One Life. Sortie probablement plus limitée. Mais là, restons dans le drame humain avec Tu ne sauras jamais de Robin Aubert. Allons-y dans l'art et l'essai. Là. Oui, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que Robin Aubert, je trouve qu'il joue souvent dans des comédies. Ouais. Quand il joue dans des plus grands films, je pense à Jeune Juliette ou Guy Barre s'en va en guerre ou des choses comme ça, mais quand il réalise, c'est du plus sérieux. Avec des comédiens pas connus auparavant. Là, Martineau, le rôle principal, je pense que c'est son premier rôle. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de théâtre ou quoi que ce soit. C'est la crise. En fait, on va suivre cet homme-là qui est isolé dans sa chambre de son CHSLD durant la pandémie de la COVID-19. Puis lui, c'est qu'il essaie de revoir sa blonde, là, comme plusieurs personnes âgées. Sa femme est décédée, mais il y a une copine dans le CHSLD, mais là, il ne sait plus où. Fait qu'on voit rentrer dans sa chambre à l'occasion des bénévoles, des infirmiers, les concierges, tout en bleu avec la visière, le masque, les gants, la totale. Alors, on est au pic de la pandémie, là, vraiment en 2020, quand on se rappelle ça, tristement. Et le film est fait pour pas nous ennuyer, nous faire capoter, genre. C'est comme... Nous faire vivre cette solitude. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu dis un peu le côté art et essai, là. Écoute, le premier plan, c'est un zoom-out de 8 minutes d'un mur vers le personnage Paul, qui se réveille tranquillement le matin dans son lit, puis il attend que quelqu'un vienne. Il marche un peu, mais pas trop. Il a besoin qu'on vienne changer sa couche. Il a besoin, son déjeuner arrive super en retard. C'est comme tout le monde est débordé, tout le monde est pressé. Eux, ils sont isolés, seuls. Et... vous dire qu'on reste pratiquement tout le long dans sa chambre. Un long plan fixe aussi. Ouais. Très peu de dialogue. Ben non, il est tout seul. Effectivement. Donc, faut sachez ce que vous allez voir, là, honnêtement. Mais ça vire horreur, tu sais, d'une certaine manière. C'est parce qu'au début, j'avais un lien de visionnement. Je l'ai écouté chez nous. Ma blonde était là distraitement. Là. Puis j'étais comme, c'est pas les affamés. Là. Puis, mais finalement, ça n'a pas l'action des affamés, mais ça a une espèce d'angoisse. Tu sais. Ce film-là, je pense qu'il est... je pense pas qu'il va être vu par tant de monde, là, sans offense, mais si ça avait une curiosité, c'est un film qui va être polarisant parce que c'est comme, je veux dire honnêtement, je salue le génie du film, mais j'ai haï ça, là, parce que moi, c'est pas vraiment pas mon bag de film, mais c'est pas le problème, c'est pas la qualité, c'est juste moi, je suis pas un bon public pour ces affaires. Ça, j'aime mieux Love Lies qui ça court partout puis ça se tire dans la tête, que ça, justement, ça me fait capoter là, d'être comme... C'est ça. Je pense que j'ai eu peur de me rendre là dans la vie, là, d'être comme « Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens » parce que
au-delà de la situation de la COVID, on sait qu'il y a quand même des manques de personnel, qu'il y a des fois les fameuses histoires d'un bain par semaine, puis etc. Fait que la pandémie a amplifié ces problèmes-là, puis isolé encore plus ces gens-là. Tu vois amener, ils regardent des photos, puis ils comprennent qu'ils ont une vie sociale normalement. C'est juste que là, ça a comme tout été coupé. Puis heureusement, aujourd'hui, c'est revenu quand même. Mais c'est de dire, puis de penser à mes parents, puis de dire, crif, à un moment donné, je sais pas pourquoi ça va être là. Puis là, il va falloir que j'essaie d'aller voir tous les jours. Sinon, c'est inhumain de les laisser là. Mais là, une vie, là, je le vois, là, travail, famille et tout, c'est de la folie. Fait que c'est pour ça que je dis que j'ai pas aimé ce film-là, parce que ça m'a trop confronté à cette triste réalité. Là, il nous présente en pleine face, justement, une réalité que beaucoup de personnes âgées vivent, malheureusement, tristement. C'est pas un bon divertissement, là, dans ce sens-là. Ah non, c'est un film qui va te déranger, qui challenge, qui fait poser des questions. Fait que pas moi, juste ça arrive aux autres en Europe, là. Et non, moi, je salue tout à fait le courage et je pense la nécessité de ce genre de film-là. Mais ce n'est pas un film grand public. Puis, faut se préparer mentalement. Là. C'est une expérience, comme on dit. Est-ce que tu aurais pu faire ce film-là? Tu peux reprendre les mêmes shots puis leur monter en court-métrage pour dire juste, hey, tu sais, le temps qui passe. Mais comment tu veux mieux montrer le temps qui passe que pendant 4 minutes, tu vois le soleil qui change un jeu d'ombre accéléré. Tu sais, ça se passe en une journée, je pense, le film, au final. Là. Puis c'est ça. Là, puis même en 20 minutes, tu n'aurais pas eu le même effet, justement, de non, tu l'aurais raconté, mais tu l'aurais pas vu, maintenant. Ouais, on ne l'aurait pas subi, alors que là, pendant près de 2 heures, c'est ça, on l'a subi, cette solitude-là, on la vit avec le personnage. Mais lui, il est comme relativement en paix avec ça. Tu comprends qu'à un moment donné, tu es habitué, puis tu écoutes la télé, puis tu refais une sieste, puis tu te réveilles, puis on dit ton dîner va être en retard. Bah, c'est sûr qu'il va être en retard. Tu crées une routine, il faut croire là-dedans. Mais et le comédien est très bon, d'ailleurs, il faut souligner, très, très efficace. Donc, si vous voulez quelque chose de différent, ce film-là est pour vous. Oui, c'est ça. On n'est pas dans le grand public, mais je suis content que quand même ces films-là existent, puis qu'on ait l'occasion de découvrir et tout. Je peux nommer en rafale d'autres sorties là, qu'on n'a pas vues puis qui sont plus nichées aussi, là, parce que là, on va bientôt passer l'heure, ce qu'on essaie d'éviter. La Société américaine des Noirs magiques, The American Society of Magical Negroes, qui est une comédie quasiment romantique de Kobe Libby américaine avec Justice Smith, là, le fameux détective Pikachu, et que j'ai beaucoup apprécié dans Dungeons and Dragons récemment. Fait que c'est comme une histoire un peu fantastique où un jeune Afro-Américain, il va être recruté par une société secrète qui appelle des magiciens noirs. Puis leur mission, c'est de rendre plus agréable la vie des Blancs par rapport à leur malaise envers les Afro-Américains pour leur histoire. Okay. Puis comme cette espèce de pouvoir magique-là pour rendre ça cool. Sauf que là, il va être intégré dans une business pour faire ça secrètement, mais il va arriver une nouvelle employée. Et là, ça va faire une espèce de triangle amoureux entre lui puis la fille qui semble avoir une réciprocité amoureuse, mais sa job, c'est d'aider le blanc à mieux filer, donc les mettre ensemble. Fait où est-ce qu'il va se placer dans tout ça? Finalement, le film est en sortie très limitée au Québec. Écoute, c'est parce que hormis, ça n'a pas rapport avec la qualité des films, mais on le voit dans les résultats, les films très centrés sur des histoires afro-américaines, ben ça marche pas tant que ça au Québec, puis c'est vraiment dommage. Fait que le film, je l'ai vu dans quelques cinémas, peut-être qu'il va être en expansion la semaine prochaine aussi. Mais on a vu, là, il y a une couple d'années, on avait écouté Till, là, où Emmett Till, là, sur le jeune noir qui s'était fait battre à mort, puis que sa mère avait exposé le cercueil puis les photos, puis ça a été un flop au box-office, puis pourtant c'était un excellent film, une grosse performance et tout. Et même un film grand public comme The Color Purple. Oui, c'est ça, le nommer. Même American Fiction, il a remonté un peu avec ses nominations d'Oscar, mais ça passe vraiment en dessous. Il y en a souvent des fois qui ont des côtés plus religieux, mais il y avait une comédie de Black Henning qui était sur justement les stéréotypes des Noirs dans les films d'horreur, mais je pense que le film a été sur 2 écrans à Montréal. C'est comme ils savent que ces gens, ça va pas assez toucher. On est un peu loin de cette réalité-là. C'est dommage. Je pense que pour plusieurs, il y a un intérêt, mais quand il est le temps de sortir un film, on va limiter un peu l'exposure et dans le fond, éviter des frais pour rien sur des films qui ne fonctionneraient pas en périphérie. Des shots de Piano Player. Ils ont tiré sur le pianiste avec la voix de Jeff Goldblum, qui est un mi-documentaire, film d'animation, mi-fiction, enquête, suspense. Un journaliste musical new-yorkais va enquêter au Brésil sur la disparition durant la dictature du pianiste virtuose Tenorio Jr.
Fan de films d'animation, c'est un film à voir. Il a été présenté dans plein de festivals. Annecy, Telluride au TIFF à Vancouver. Ce genre d'étiquette, je dis ça poliment, film de festival, là, c'est-à-dire que ça jouera pas longtemps sur des écrans, c'est des sorties limitées, dépêchez-vous, mais à chaque fois qu'il joue en festival, tout le monde crie au génie. Puis c'est un type d'animation de rotoscopie, je pense où c'est ça. on peinture, où on anime par-dessus des prises de vue réelles. Avec top musique jazz, bossa. C'est Jeff Goldblum qui fait la voix, mais c'est une coprod d'Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, machin. Et sinon... pas de documentaire? Ouais, le dernier, et non le moins, le documentaire assez artistique, Au bout du rien pantoute, de Jérôme Sabourin, sur son père, Marcel Sabourin, le comédien, parolier, scénariste, homme à tout faire, qui est créé à partir des réflexions qu'il avait enregistrées sur son magnétophone à cassette depuis les années 60. Fait que tout ça est remis en images très ludique, avec des interventions d'autres personnes pour parler un peu de sa vie, de ses réflexions, de qu'est-ce qu'il a vécu et vu. Fait que quand on disait art et essai, là, on est un petit peu là-dedans dans ce cas-ci. Et Jérôme Sabourin, qui est son fils, lui, c'est un directeur photo. Fait qu'il a travaillé sur plein d'affaires, plein de séries télé, des films aussi. Fait que ça aide à avoir un beau film. Fait que voilà, je pense qu'il faut être fan soit de la relation père-fils ou de Marcel Sabourin à ce moment-là. La semaine prochaine, c'est les grands froids parce qu'on a Ghostbusters Frozen Empire. Alors là, ça va être des méchants fantômes qui viennent glacer un show New York. Pendant qu'au Québec, on a La Fonte des glaces ici avec, entre autres, Christine Beaulieu. Et il y aura aussi je ne sais pas si ça va être excellent ou très mauvais, Immaculé, film d'horreur avec Sydney Sweeney, la nouvelle Money Face du cinéma. Fait que voilà, d'ici là, écrivez-nous comme d'habitude au balado au singulier à commercial monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné avec justement Christine Beaulieu en couverture et en entrevue. Tu as fait une entrevue avec elle et on va refaire une entrevue avec elle balado pour le film. Le magazine est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et pensez-y 2 fois avant d'utiliser des stéroïdes.